Merci d'être assez nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre magazine de prédilection Kiosque. Envie de scruter l'actualité politique brillante en République démocratique du Congo. Toutes nos excuses pour ces désagréments techniques indépendamment de notre bonne volonté. Kiosque et Kiosque de ce jour va donc analyser et commenter les discours du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, où Félix Tshisekedi en appelle des sanctions contre le Rwanda pour son rôle déstabilisateur en République démocratique du Congo. Les chefs de l'État congolais plaident également pour l'octroi à l'Afrique des sièges permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous allons également analyser et commenter cette question de la poursuite ordonnée contre les actes de dépravation des mœurs sur les réseaux sociaux, où le ministre de la Justice et des Gardes Sceaux a adressé une injonction ferme aux procureurs généraux près les cours d'appel de la République démocratique du Congo, leur enjoignant d'engager des poursuites contre les auteurs d'actes de dépravation des mœurs sur les réseaux sociaux, notamment sur des plateformes telles que TikTok. Nous allons donc analyser cette question avec nos invités au cours de cette émission Kiosque. L'autre sujet qui défraie la chronique en ce moment, il s'agit donc de cette question du changement de la Constitution tel que proposé ou annoncé par Adolphe Muzito, ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, qui a estimé que s'il y aura dialogue tel que le souhaite Martin Fayulu, il faut la rédaction d'une nouvelle Constitution. Toute cette question vont donc constituer l'ossature de cette émission et à être analysée avec nos invités. Monsieur Pompon Joly, vous êtes le bienvenu sur Kiosque. Merci, bonjour à mon co-débatteur ainsi qu'à nos téléspectateurs. Très bien, en face de vous, Kiosque reçoit ce jour un habitué également de cette émission. Il s'agit donc de M. Gandhi. Vous êtes le bienvenu sur Kiosque. Merci bien, je renvoie aussi mes salutations à Pompon. Et puis à vous aussi en tant qu'animateur de l'émission, sans oublier votre équipe de direction de la production, comme de la réalisation. Et grand bonjour à nos téléspectateurs. Très bien. Je commence ce premier tour de table avec vous, Pompon Joly. Le chef de l'État a parlé dans son allocution du discours. Il demande que l'on puisse sanctionner le Rwanda pour son rôle déstabilisateur en République démocratique du Congo. Comment interprétez-vous ça? Merci, cher Eddy, pour la question. J'en félicite d'abord mon ami Ridi Kakala, qui est le nouveau DGAI de la DGRK. Il a été installé hier. Cher Eddy, cher Kakala, je prierai pour toi pour que cette lourde tâche soit facile, afin que tu puisses donner le résultat attendu par le gouverneur de la ville de Kinshasa ainsi que la population quinoise. Cher Eddy, par rapport à la question, vous savez, la diplomatie est née des cendres de la guerre. S'il n'y avait pas eu de guerre, on n'aurait pas parlé aujourd'hui de la diplomatie. Avant les Nations Unies, il y a eu les sociétés des nations qui a échoué. Et puis après cet échec, il y a eu un nouvel ordre plutôt, qui est l'ONU. Pourquoi ONU? ONU, c'est pour le maintien de la paix. Oui. Quand on a créé cette structure, les différentes nations qui se sont conglomérées pour penser une nouvelle paradigme, elles se sont dit, plus question de guerre. Lorsqu'il y a des quiproquos, des malentendus, voilà les cadres par excellence où nous allons venir pour exposer nos problèmes. Malheureusement, la mission principale de l'ONU jusqu'à aujourd'hui peine. Le président de la République congolaise, président de la République plutôt, est parti pour faire un discours. Moi je me dis, c'est comme une répétition. L'année passée, il a fait la même chose, il a accusé les Rwandais. L'année écoulée, ça c'est sa 6e année. Mais dans la diplomatie, ce qui est important, ça se caractérise par son ambivalence. L'attitude que nous devons avoir devant cette agression. Déjà, lorsque le président accuse les Rwandais, il y a des contradictions au chef de son discours. Il dit, voilà, nous sommes agressés par le Rwanda. Le même président demande à la communauté internationale de sanctionner les Rwandais parce qu'il soutient un mouvement rebelle. Je ne comprends plus rien. De quoi parle-t-on? On veut quoi? Ça, c'est une rencontre de différents États
pour venir parler de vos problèmes internes. Parce que la diplomatie, c'est la combinaison des deux paradigmes. Les paradigmes externes et internes. Oui. Sur le plan interne, comment vous gérez votre pays? Est-ce que le pays est bien géré? Parce que dans les pactes, la pacte qui nous réunit, qui est la Constitution, vous la respectez ou vous les respectez? C'est ça la question. Alors, vous alliez maintenant devant d'autres nations pour parler de vos problèmes, mais vous-même, vous vous contredisez. Et ça sera difficile à la communauté internationale de répondre à vos besoins. Il se contredit comment? Mais nous sommes agressés ou il y a une rébellion. Mais il y a une dynamique opérationnelle sur terrain qui opère. Il y a en fait l'armée qui fournit des efforts pour ne serait-ce que récupérer les territoires occupés par le rebelle. Ça, c'est une dynamique interne. Oui. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que, parce que la diplomatie sans les armes aussi, ça ne se conjugue pas. C'est-à-dire la diplomatie, la guerre plutôt, c'est aussi une continuation d'une politique internationale. Oui. Ou d'une diplomatie. Oui. Mais moi ici, je dis, vous savez, j'ai un téléphone ici. Si je voudrais entrer en contact avec quelqu'un qui est à Paris, je dois composer le code de ce pays-là. C'est-à-dire, les mots ont leur sens en diplomatie. Si vous alliez pour parler de l'agression, il y a des instruments appropriés juridiques. Oui. Si vous alliez pour parler d'une rébellion, il y a des instruments appropriés pour la rébellion. Alors, nous, on parle de quoi? Ça, c'est un des premiers éléments. Le deuxième élément, vous savez, lorsqu'on acquise avec, comment dirais-je, vous appuyez vos accusations avec des éléments. Vous savez, aujourd'hui, si nous sommes agressés par les Rwandais, il faudrait interroger l'histoire. Déjà vers les années 80, il y a eu une rencontre où les Zaïre étaient absents. Cette rencontre qui a changé la carte de devenir de l'Afrique. Qui a présidé cette rencontre, c'était le président français. Il a appelé les différents présidents africains pour dire que non, voilà mes frères, les choses ont changé. On conjugue maintenant la démocratie. Vous devriez instaurer la démocratie dans vos pays. Oui. Qui était absent? La personne qui détenait l'hégémonie en Afrique subsaharienne, Mobutu. Pendant qu'on changeait de cartes, les Zaïre étaient absents. Et on a institué une politique internationale imposée aux Africains que nous avons appelée la CNS, Conférence nationale souveraine. C'était une initiative boutiquée par la communauté internationale pour faire asseoir la démocratie en Afrique. Donc, ça dit, le processus de la démocratisation en Afrique a été institué par les Occidentaux pour imposer des Africains. Vous avez vu, malgré ça, on a quand même accepté qu'il y ait une conférence ici. Dans cette conférence, il y a eu des résolutions. Entre autres, une grande résolution des Vango qui a demandé à la communauté internationale, à cette époque, qui a été détenue par un Africain, À la conférence nationale souveraine. Bishop Gali, pour dire au secrétaire d'État et au secrétaire général de l'ONU, la crise en RDC a un nom. Oui. Le nom de la crise au Zaïre s'appelle le Rwandais. Oui. Laissez les Rwandais retourner chez eux, vous allez voir que les Zaïre va retrouver sa paix. Malheureusement, les secrétaires particuliers du général, des secrétaires généraux, c'était un Rwandais. Mais malgré ça, Vango a joué de son intelligence pour titiller la communauté internationale. Cette résolution existe. En 2003 ou 2002, il y a une résolution allemande, il y a une structure allemande qui a demandé, la structure qui vend des diamants, là, comment on appelle ça, là on voit des diamants, la structure internationale. On voit des diamants. Kimberly. La structure allemande a demandé à Kimberly de ne plus acheter les diamants de sang. La résolution existe. Au-delà de ça, il y a plusieurs résolutions que nous, les RDC, on peut brandir pour faire taire, pour dire non, changer cette situation de crise. Ce n'est pas que les discours, sanctionner le Rwanda. Sanctionner le Rwanda parce que Vango a dit ceci. Sanctionner le Rwanda parce que telle résolution a dit ceci. Sanctionner le Rwanda parce que. Et nous, en tant qu'un État souverain, on doit agir. C'est comme ça qu'on négocie. Oui. C'est-à-dire, vous savez, le mal avec la politique, c'est quoi? La politique utilise les mots pour aliéner la population. Moi, je pense que s'il faudrait décrypter les discours du président, ça devient de trop sans vraiment la subsistance. Très bien. La subsistance, c'est la résolution qui entre à danse, qui est à nos faveurs pour imposer la communauté internationale à dire au Rwanda qui est relais métropolitain de laisser, parce que le vrai bourreau, ce n'est pas les Rwandais. Les Rwandais jouent le rôle de métropolitain, comme on dit en relations internationales, ou soit un courtier, que non, derrière toi,
c'est la communauté internationale. Très bien. Utiliser ces discours, moi Ouais. je dis ces discours Je pour t'ai- changer ces paradigmes-là. Très bien. Mais Segondi, je reviens à vous. Vous avez suivi l'argumentaire des Poponjoli. Félix Sekedi appelle aujourd'hui à une sanction ciblée contre le Rwanda. Ça devient apparemment une habitude, hein, mais bien que l'identification de tout cela postule en termes de solutions pour la paix, est-ce qu'il y a vraiment la nécessité pour la vie internationale pour empêcher ou éradiquer ces réseaux criminels de la guerre? Il y a des possibilités. Moi, j'ai dit, comme Pompon l'a dit, comme le concitoyen pense, la plupart des journalistes pensent la même chose. Le président de la République, ce qu'il a fait, c'est une redondance. C'est une répétition de ce qui était déjà connu, de ce que les gens prévoyaient qu'il puisse dire. Donc, il a fait que enfoncer les clous sur tout ce que nous savions au départ, en mettant l'accent sur le Rwanda qui soutient le M23, et en mettant l'accent, en plaidant pour la coopération internationale de manière renforcée, notamment dans le domaine de la transition énergétique, mais aussi il a mis en avant les ressources naturelles de la République démocratique du Congo, qui sont des ressources stratégiques telles que le cobalt, le lithium, le nickel, etc. Puis il a informé sur un point sur lequel il compte beaucoup, c'est-à-dire l'engagement de la RDC à restaurer la paix et la stabilité au travers du programme de désarmement et de réintégration des combattants. Mais moi, je pense que le plus important, c'est la prise en compte par les Nations Unies de la situation du Congo avant qu'il ne soit trop tard. Il ne peut pas le dire crûment. C'est une stratégie. S'il revient, il fait ce que moi j'appelle, un mot d'ailleurs qu'il a employé pour qualifier des redondances, l'analyse ou le positionnement de certains instituts internationaux. Lui aussi, il pratique la redondance, la répétition. Il enfonce le clou sur les propos qu'il avait déjà tenus avant. Pour moi, je comptabilise ça dans le sens de la stratégie. Il est en train de gagner du temps. Entre-temps, former nos militaires. Mais entre-temps, il y a tuerie. Il y a tuerie. Il y a C'est-à-dire la terreur et la désolation. La guerre, dans la notre guerre partie n'est pas seulement la guerre par rapport au Rwanda, mais il faut prévenir des guerres qui vont venir par la suite. C'est ainsi qu'ils forment des gens. Vous le savez aussi bien que moi, que cette semaine, il y a eu la rentrée d'un certain nombre de nos militaires qui ont été formés en Israël par rapport au combat au niveau des montagnes. On n'avait pas de spécialistes dans ça. On a pris du temps pour pouvoir former ces jeunes gens-là. On a eu du temps pour former un corps de militaires, de soldats. Pour quelle finalité, en fait? Ah, pour la finalité, c'est que si on rentre en guerre, qu'on soit outillé. Jusque-là, on n'était pas outillé. Vous savez que dans notre armée, il y a des corps qui n'existaient pas, comme le corps de para, comme le corps de commandos, de paracommandos et de commandos spéciaux. On n'en avait pas. Il a fallu le former. Pour le former, il fallait du temps. Pour du temps, on ne pouvait pas envoyer à la boucherie ceux qui n'étaient pas formés. Il a gagné du temps. Aujourd'hui, je pense qu'avec le retour de ces jeunes gens qui ont été formés comme des commandos spéciaux, comme des commandos de montagne et des situations difficiles. Mais Segondi, mais vous ne voyez pas que jusqu'ici, rien alors n'avance dans le cadre de concrétiser les efforts engagés pour les retours effectifs de la paix à l'est de la République démocratique du Congo, mais le problème, et que tous les processus évoluent visiblement à dents des cieux. Oui, ou à pas de tortue. Oui. Encore. Moi, je pense que la presse congolaise n'a pas toujours toutes les données. Oui. Vous savez que le président américain sera en Afrique dans quelques jours, dans quelques semaines. Vous le savez. Oui. Et il sera où? Il ira où? Non, c'est pas vous de me poser. Non, c'est pour ça que je dis que la presse congolaise n'est pas outillée pour comprendre le cheminement des relations internationales. Oui. Biden va venir en Afrique, notamment en Angola. Pourquoi l'Angola? Mais c'est là que les choses se décident. L'Angola a pris la tête des négociations. Pourquoi? Sous directive des Américains. Il vient officiellement prendre le compte rendu, il vient officiellement dire ce qui doit se passer. C'est-à-dire, si cette fois-ci, avec l'arrivée du président américain, puisque tout le monde dit que cette guerre-là, ce n'est pas contre le Rwanda, c'est contre toute la communauté internationale qui soutient le Rwanda,
qui aussi, à ricochet, soutiennent le M23. Les gens analysent bien. Oui. Mais aujourd'hui, si le président américain arrive en Angola et que par rapport au pourparlers actuel entre l'Angola, la RD Congo et le Rwanda, il n'y a pas d'issue, je pense qu'on ira vers la vraie guerre. Même si vous parlez que la presse n'est pas outillée aujourd'hui, Ouais. mais est-ce qu'on doit attendre l'arrivée du président américain pour qu'il y ait la paix à l'Est? Non, la question est bien posée et Oui. à la fois mal posée. Pourquoi? Puisque vous savez que ce sont les Occidentaux, principalement les Oui. Américains, qui tiennent les rênes par rapport à ça, par rapport à ce conflit-là, au travers des multinationales. Si aujourd'hui, Biden, avec ses multinationales, décide de mettre fin à cette guerre, vous verrez que ce sera fini dans les 24 heures, dans les 48 heures ou dans la semaine. Est-ce que vous avez vu qu'on a mis cette question en exergue au niveau des Nations Unies? Ils ont préféré plutôt parler de l'Ukraine, ils ont préféré parler du fait de l'attaque israélienne auprès du Liban, ils ont préféré parler du Soudan. Pour eux, en fait, la page Congo démocratique est déjà tournée. Tourner dans quel sens? Ou dans le sens de mettre fin à ce conflit, ce que nous souhaitons, Oui. ou si ce n'est pas le cas, ce sera un conflit régional, puisqu'on aura aux prises la RD Congo soutenue par les États d'Afrique australe, et de l'autre côté, le Rwanda soutenu par les États de l'Afrique de l'Est. Et j'en profite pour terminer, pour vous dire, au moment où nous parlons, aujourd'hui, s'ouvre le procès. Nous avons déposé notre requête à Arusha. Ce procès commence aujourd'hui. Oui. On n'en parle pas. Ben, c'est important. Pourquoi ce procès? Puisque nous, on recherche la condamnation du Rwanda. Non seulement la condamnation, au-delà, on aimerait aussi qu'il y ait réparation de tout ce que des exactions que le Rwanda a causées au niveau de l'Est pour qu'il y ait réparation. Donc, c'est des moments importants pour nous dans notre histoire, surtout dans cette histoire de conflit des pays de l'Est. Mais M. Gandhi, de Nairobi à Luanda, en passant par le passage de Jean-Pierre Lacroix en République démocratique du Congo, vous avez également parlé de l'arrivée du président américain qui va fouler ses pieds bientôt en Angola. Vous ne voyez pas que les lignes ont toujours du mal à bouger? La preuve, les processus de cessez-le-feu décrété récemment a été violé par le Rwanda. Vous ne voyez pas que quelque part, il y a en Goussouroche quelque chose qui ne va pas, qui, du reste, on condamne la complicité de la communauté internationale. Complicité, oui, je ne peux pas dire le contraire. Complicité, il y a. Oui. Mais en même temps, ils sont dans une contradiction puisque les mêmes que nous citons comme étant complices des exactions qu'il y a à l'Est, les mêmes ont condamné à notre demande, à la demande de la RD Congo, de l'élite congolaise, de la presse congolaise, des partis politiques congolais, etc. Les mêmes qui soutiennent, on le sait, le Rwanda, les mêmes ont condamné, que ce soit la France, la Belgique, les États-Unis, l'Angleterre directement, que ce soit par le truchement des organisations comme l'Union européenne, ils ont tous condamné. Aujourd'hui, moi, j'ai dit, il y a un petit frémissement au niveau des balais diplomatiques que tu as cité. C'est un balai diplomatique. Oui. Quand il y a un balai diplomatique comme ça, il faut suivre ça de très près. Il y a annonce de quelque chose dans très peu de temps, dans un sens comme dans un autre. Dans le sens où il n'y aura pas de solution par rapport à ce conflit-là, auquel cas, la RD Congo est obligée de défendre les intérêts de ce pays. Défendre les intérêts de ce pays, c'est attaquer ou contre-attaquer le Rwanda dans les limites de nos frontières, si possible, à rentrer au Rwanda. Oui. Ou alors, on va aller dans le sens de la paix réelle. Si je vous dis que les débats qui se passent au niveau des Nations Unies aujourd'hui, on n'a pas cité le cas de la RD Congo comme conflit, puisque pour eux, c'est déjà du passé, la page est tournée, il s'agit simplement maintenant, ou alors de confirmer la paix, tel que le président Lorenzo l'a dit, en disant qu'on va vers un accord entre les deux États, entre les deux présidents. Donc, on va vers la fin de ces exactions. Très bien. Si ce n'est pas le cas, Oui. Préparez-vous à vous mobiliser et à participer à cet affrontement qui aura bientôt. Pompon Joly, je viens à vous. L'on assiste aujourd'hui paradoxalement à la recrudescence de la violence, au viol et massacre dans la partie est de la République démocratique du Congo, à telle enseigne que tous les engagements souscrits sur la facilitation de le président Lorenzo sont constamment phagocytés par ceux-là qui normalement devaient en principe respecter
tous ces engagements. Votre analyse? En fait, la diplomatie, par essence, se mettre en face du monde pour présenter comment est-ce que vous êtes fort. Oui. Et ça se matérialise par la capacitation de votre mobilisation avec le ministère de la Défense ou la Défense. Parce que, vous savez, tout ce que nous parlons, c'est toujours après un constat qu'on crée une pensée. Avant que nous parlions d'un État, c'était des gangs qui dominaient, c'est-à-dire l'homme était loup pour l'homme. Il y avait la loi n'existait pas. Et il fallait créer un cadre pour bannir ça. L'État a été créé. Et l'État a été créé, soutenu par des ministères que nous appelons les ministères régaliens traditionnels. Parmi ces ministères, il y a le ministère de la Défense. Hormis l'organisation internationale, mais chaque nation, chaque État doit protéger sa population. Parce que la mission principale d'un État, c'est protéger la population et l'intégrité territoriale. C'est ça. On ne peut jamais penser qu'une autre armée vient pour sécuriser le paisible congolais. Moi, je ne pense pas. Oui. C'est-à-dire, personne, même la Bible l'a dit. Comment? Il ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation viendra oui. ni de l'Orient ni de l'Occident. La sécurité, on ne peut jamais sous-traiter ça. C'est-à-dire qu'on doit avoir, parce que la population donne des moyens à l'État pour être sécurisée. Et ces moyens-là, oui. Où vont ces moyens-là? C'est ça la question. Moi, je pense que l'histoire de la guerre, ça ne date pas d'aujourd'hui. La RDC a été agressée depuis une belle lurette. On a connu la guerre des 80 jours. Mais que faisait l'armée à cette époque? Vous savez, aujourd'hui, vous parlez, j'ai aimé l'analyse de M. Dandy. Il a parlé comment on est en train de restructurer l'armée. Parce que l'Assemblée nationale a doté au gouvernement la loi de l'habilitation, et plutôt la loi de la programmation militaire et les réservistes. La population, par l'impatience, pensait que comme il y a une loi votée aujourd'hui, promulguée par le président, donc demain on aura les effets. Mais les effets, M. Gandhi vient de le dire, il y a une formation au niveau des îles et des Israël, qu'on vient de former d'autres corps qui manquaient à notre système de défense. Pendant qu'hier on avait des commandos. Oui. On a plus de 18, on en avait plus. Pourquoi? Comment pensez-vous gérer une armée où les écoles qui forment les militaires, vous avez tué ça? C'est à tuer. Kotakoli, tué. Les camps militaires, tués. Mais vous pensez que vous voulez avoir une armée dissuasive. Là, vous rêvez de vous. Alors, aujourd'hui, avec la réforme dans les secteurs de défense, il y a eu plusieurs lois qui entrent à danse et des lois qui riment avec des réalités socio-culturelles, même défense de notre pays. Donner l'État, moi je pense qu'aujourd'hui, on a quand même des militaires appropriés pour répondre à cette agression. Donc ça, c'est quand même quelque chose de positif. Monsieur Gandhi, je termine ce tour de table avec vous. Malgré que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de parler, mais on doit également, en outre, se poser également la question de savoir quel langage tenir devant une tribune de l'Organisation des Nations Unies dont le participant semble anaphylaxique, hein, c'est-à-dire qu'ils font fi de nos aspirations les plus légitimes, au plaire et grincement des dents des Congolais, présentés curieusement comme étant la cause même de conflits à l'origine des déchirures actuelles dans la partie est de la République démocratique du Congo. Vous savez, peut-être que les gens ne sont pas habitués à ce genre d'exercice. On a vécu la bipolarité quand il y avait la guerre froide, où il y avait l'affrontement entre l'URSS et l'Union des républiques socialistes soviétiques avant la Russie, avant le démembrement qu'on arrive à la Russie. On a assisté à cette bipolarité. Maintenant, on est dans un système multipolaire. Mais le problème, c'est qu'on risque de nouveau de revenir sur un système bipolaire où, d'un côté, on aura le monde occidental avec ses institutions qui ont vieilli, comme le FMI, la Banque mondiale, les Nations unies, etc., les systèmes qui ont vieilli, et on assiste à un remodelage, à une restructuration de la communauté internationale avec d'autres moyens, d'autres institutions, à partir des pays qu'on appelle les BRICS, c'est-à-dire le Brésil, l'Inde, la Russie, l'Afrique du Sud, etc.
La peur des Occidentaux aujourd'hui, c'est que toute l'Afrique, ou une bonne partie de l'Afrique, s'embarque ou s'imbrique dans ce qu'on appelle le BRICS. Mais c'est qu'on dit, vous ne voyez pas que c'est dans cette optique aussi qu'il faut comprendre que le monde de la guerre est devenu un monde dangereux. Parce que si la bipolarité structurelle d'autrefois aurait permis que des conflits identitaires ou nationaux qui bouillonnent sous la surface des États issus de la colonisation soient étouffés, mais aujourd'hui, il n'en est pas ainsi. Lorsque vous citez tous ces redémolages là dont vous faites allusion, vous ne voyez pas que quelque chose, il y a un ça ne va pas. Non, il y a un ça ne va pas pour pouvoir remodeler, rééquilibrer les choses. Oui. À côté du BRICS dont j'ai parlé, vous voyez le mouvement qui est au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et de l'autre côté, nous avons des troubles faits comme le djihad, etc., qui représentent aussi un danger pour l'Occident, pour le monde actuel, que ce soit pour l'Occident, que ce soit pour les pays comme la Russie, la Chine, etc. Il y a un remodelage du monde. L'Occident ne veut pas tout perdre. Surtout les pays comme la RD Congo. À un moment donné, il y aura, qu'on le veuille ou non, une solution par rapport à la République démocratique du Congo, qui est parmi les maillons les plus importants dans la stratégie occidentale. Perdre la RD Congo et perdre cette partie de l'Afrique, ça équivaut à perdre en fait déjà la guerre face à la Russie, face à la Chine, qui sont, et surtout la Chine qui est déjà présente ici au niveau du contrôle des matières premières du Congo. Vous savez que pour la Première Guerre mondiale, c'est grâce au Congo qu'on a mis fin, entre autres, à la guerre mondiale, en créant, pour pouvoir inventer la bombe H, il a fallu l'uranium congolais. Aujourd'hui, pour ce qui est de l'équilibre au niveau de l'environnement, encore le Congo démocratique, qui est appelé à donner le meilleur de lui-même pour qu'on ait ces produits-là, le lithium et autres, qui deviennent des matières premières importantes, notamment pour la télécommunication, pour beaucoup de choses. Donc, je pense que les Américains, les Occidentaux, avaient commis beaucoup d'erreurs les 20 ou 30 dernières années. Ils sont prêts à revoir leur politique, à corriger leurs failles. Donc, on va plutôt dans le sens de rapprochement entre le Congo et cet Occident, notamment des Américains, qui veulent même, entre autres, des rencontres qu'il y a eu dernièrement, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, de pouvoir mettre en place ce que nous n'avons pas fait, ce qui pouvait aider même à mettre fin aux hostilités, de créer des industries d'extraction du coltan ici, et de faire en sorte aussi qu'on puisse faire en sorte que nos produits tels que le cuivre, le cobalt et autres soient transformés sur place. Donc ça va être une nouvelle politique, c'est à nous de pouvoir enfoncer encore plus de clous dans ce sens. Très bien, mais en fait, il y a une autre question par rapport également à cette tribune des Nations Unies où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a plaidé pour l'octroi à l'Afrique des 2 sièges permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais entre-temps, la fondation Bill Gates est contre la candidature de la République démocratique du Congo au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Comment interprétez-vous ces problèmes? Ah oui, c'est deux choses différentes. Bill Gates, la fondation... Bill Clinton. Bill Clinton. Oui. Mais c'est normal. On a déjà fait partie de cette commission à 2 reprises, je crois, si j'ai bonne mémoire, en 88 et puis 91, à l'époque Mobutu était au pouvoir. Ce n'était pas la démocratie. Oui. Il y avait des exactions. On arrêtait les gens, on tuait des gens. Ça n'a pas empêché que la candidature du Zaïre de l'époque soit retenue. Cette fois-ci, c'est pareil. Certes, il y a notre justice est malade, les droits de l'homme n'est pas toujours respecté, mais il y a quand même de l'autre côté une avancée. Il y a quelques avancées. C'est vrai, on fait un pas en avant, un pas en arrière, mais on sait qu'il y a une volonté de faire en sorte qu'on puisse redorer l'image du pays au travers de cela. Très bien. Le ministre actuel, sa démarche est dans le sens de pouvoir faire respecter les minima de droits de l'homme. Oui. C'est pas puisqu'il y a eu des impairs commis par certaines institutions avec des arrestations et des comportements bizarres de certains de fonctionnaires de ces institutions qu'on peut tout jeter en bloc. On ne peut pas jeter l'eau du bassin avec le bébé avec. On jette l'eau du bassin, on garde le bébé. Papa Njoli, je reviens à vous pour terminer ces chapitres. La fondation Bill Clinton dit que la République démocratique du Congo ne satisfait pas aux conditions nécessaires pour prétendre à une telle position de responsabilité internationale, d'autant plus que le droit de l'homme n'est pas du tout respecté
dans ces pays où on assiste à une multiplication des clashs au camp clandestin, la violation des droits de l'homme, ainsi de suite. Comment vous les voyez? Je ne sais pas comment la Fondation Bill Clinton définit les droits de l'homme, d'autant plus qu'aux États-Unis, il y a vraiment des bavires par rapport à ça. Donc c'est à lui de nous définir, nous de réqualifier sa définition. Parce que si il doit interdire ou contrer les RDC d'occuper ses sièges, qui sera pour la 3e fois, et il brandit les droits de l'homme, moi je dirais que la ségrégation raciale continue aux États-Unis. Ça c'est le droit de l'homme. Il y a des tueries lorsqu'un noir commet, même pas un bavire, comme on a vu une dame là qui chauffait de l'eau et les policiers il engage une balle à la dame parce que en se défendant, les policiers ont dit la femme avait les intentions de jeter de l'eau chaude sur les policiers. Pourquoi les policiers ont tué la femme? Parce que la femme était noire. Ça, c'est la démocratie. Donc, moi, je pense que maintenant, la posture que la RDC devrait imprimer, Oui. c'est vraiment une posture d'un grand pays. Parce que vous savez, si vous analysez les différentes étapes historiques du monde, je parle du monde, des grandes rencontres ont été planifiées par rapport à la RDC. S'il y a eu la première conférence, la première grande conférence, la conférence celle de Berlin, c'était par rapport à la RDC. S'il y a eu aujourd'hui des rencontres, comme je vous ai dit, pour changer la carte, c'était par rapport à la RDC. Oui. Même la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la RDC a été entrée en danse. Donc, on doit s'identifier, on doit se connaître. C'est quoi notre place vis-à-vis des devenirs du monde? Comment on doit se comporter? Vous voyez l'attitude d'un fauve dans une forêt ou dans un savane. Vous voyez cette attitude? Il se dit, c'est moi les rois, c'est moi les grands. Il faut s'imposer. Oui. Nous sommes dans un monde d'intérêt. C'est quoi les discours que, par exemple, Kigali a utilisé pour chipper l'hégémonie qui détenait les Zaïre hier? Il faut chercher ces discours-là. Il a dit quoi à la communauté internationale? Parce que ce monde-là, c'est un monde qui est caractérisé que par l'intérêt. Et où le cœur, on a enlevé les cœurs pour placer les cerveaux à la place du cœur. Nous sommes un pays émotif. C'est ça les mal avec les RDC. Oui. Les opérateurs politiques congolais mettent l'émotion à la place de la raison. Or, nous sommes dans un monde des raisons. Très bien. L'intérêt américain, oui, Bill Clinton est en train de protéger les intérêts américains. Nous aussi, on doit les protéger. Oui. Et le président, il est en train de chercher ces sièges-là. Et moi, je demanderai au président, je sais qu'il a des ponts de génie partout, mais il doit éviter de placer dans cette structure, en faisant les choix, comme on appelle en sciences politiques, des spoil systems. On a besoin de la méritocratie. Très bien. Et les gens qui répondent à ces postes-là sont nombreux. C'est à lui de demander aux services appropriés de chercher quelqu'un qui a la maîtrise des questions internationales pour occuper cette place-là et en sorte que la personne puisse changer les décisions qui se disent en notre absence. Voilà. Très bien. Mais c'est qu'on dit, oui. Changeons de registre pour parler cette fois-ci de cette question qui défraie la chronique en ces moments. Il s'agit donc de la question du changement de la Constitution telle que proposée par Adolphe Mouzitou, qui estime que la Constitution actuelle est illégale car votée par des parlementaires non élus et promulguée par un président non élu. Mais si dialogue il y aura, ça doit commencer par la rédaction d'une nouvelle constitution. Mais la question que l'on doit se poser de toutes nos lèvres ici est de celle de savoir qui aurait écrit un homme ardent dans la lutte pour le changement et la transparence finirait aujourd'hui par se ranger derrière ceux qu'il avait combattu avec tant de véhémence. En l'occurrence, le président actuel, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui. Disons, pour le changement ou la modification. Oui. La question, c'est sur le changement. Les changements. Parce que la modification ou la révisitation, c'est pour assurer une meilleure adéquation de certaines vertus constitutionnelles. Mais les changements, c'est la remise en question. Oui. La remise en question, oui. J'aime bien le mot. Ça me rappelle Mabika Kalanda. Mabika Kalanda, base de la décolonisation mondiale. Ce qu'on n'a pas fait depuis l'indépendance. Si
le moment est donné pour pouvoir révisiter, du moins changer de constitution. Moi, je pense que c'est de bonne loi. Oui. Dans le sens où cette constitution doit être écrite par les Congolais. Hier, on avait peut-être peu de spécialistes. Hier, on n'était pas en position de nous entendre entre nous, Congolais. Hier, on a favorisé à ce que ce soit des élites extérieures à la République démocratique du Congo, dans leur majorité, de pouvoir mettre en place cette constitution. Sur la vingtaine, 23 ou 26 qui ont travaillé pour la constitution que nous avons aujourd'hui, les vrais Congolais, il n'y en avait que 3. Il n'y en avait que 3. Pourtant, à l'époque, on avait quelques juristes qui pouvaient répondre à la Constitution. Mais c'est qu'on dit, il y a une certaine opinion qui estime que cette démarche s'inscrit dans les cadres de maintenir encore l'actuel président quel est le Félix Antoine Tshisekedi. Les gens posent des faux problèmes. Oui. Les problèmes, il faut exclure les questions des personnes. Que Tshisekedi soit maintenu ou qu'il parte du pouvoir, que la Constitution soit choisie, changée ou pas changée. L'essentiel du problème, c'est quoi? Aujourd'hui, un citoyen lambda va se poser des questions. Depuis qu'on est indépendant, notre situation ne s'est pas améliorée. À un moment donné, on voit que quand on organise des élections qui coûtent des milliards, mais en fin de compte, on ne trouve pas de solutions aux problèmes du quotidien des citoyens. Si on peut arriver à une constitution demain qui permette à ce que le peuple soit plus considéré que les députés, que ceux qui nous représentent en tant que membres du gouvernement, etc., moi je pense que c'est l'essentiel. Il faut qu'on arrive à une constitution qui respecte ce qu'on appelle le droit du peuple, c'est-à-dire de nos populations. Puisque notre constitution doit être adaptée à nos réalités, en fait. Nos réalités, c'est vague. Oui. Parce que à notre réalité, la réalité du monde, ici, en France ou ailleurs, la réalité est pareille. C'est-à-dire, quand on me parle, j'entends des discours ici des élites en disant il faut faire les choses en adaptant par rapport à notre réalité. Manger ici, manger en France ou en Belgique, c'est pareil. S'habiller ici, s'habiller en Afrique du Sud ou ailleurs, c'est pareil. On doit mettre en place des institutions, la constitution qui correspondent à la finalité du besoin de nos populations, du besoin de l'intégrité de notre territoire, du besoin des bons rapports que nous pouvons avoir avec l'extérieur, etc. C'est ça la constitution. Il ne faut pas baragouiner dans des langages fourre-tout qui veulent dire les choses et ne rien dire aussi en même temps. Donc, aujourd'hui, on est en phase d'arriver à un changement de constitution. Que ce soit pour une continuité avec Tshisekedi ou avec quelqu'un d'autre, n'oublions pas l'essentiel, c'est le peuple. Si c'est pour le bien du pays, pour le bien du peuple, que ce soit Tshisekedi ou Fayoulou ou Mouzito, ben ça revient au même. L'important, c'est que le peuple congolais se retrouve. Mais avec la situation actuelle de la crise, quelle crise? Où la vie est devenue chère en République du Congo. C'est plus que vous préférez. Est-ce que le peuple congolais va encore accepter? Non. Le peuple congolais, il faut lui dire, les pays qui se respectent, quand le peuple est respecté, on arrive à des situations comme au Botswana, où l'enseignant touche $1 300, où le député touche $1 800, et les étudiants, l'école est gratuite, mais on donne aux étudiants depuis le secondaire jusqu'à l'université un minimum de $150. On doit arriver à ça. Pour arriver à ça, il faut restructurer les choses, à commencer par la Constitution. Il ne faut pas mettre en avant les gens. Si on met Tshisekedi ou Mouzito ou je ne sais pas qui, on force déjà le problème. Il faut poser le problème autrement, partant de nos populations. Que faire pour notre population? Que faire pour la République? Dans tous les angles que j'ai définis ici, l'intégrité du territoire, etc., etc. Pompon Joli, je reviens à vous. Est-ce que la priorité actuellement est que l'on puisse aboutir au changement ou à la rédaction d'une nouvelle constitution, ou c'est de répondre d'abord aux aspirations profondes de la population? Mettre fin à la guerre, et combattre la vie chère en République démocratique du Congo. Votre analyse? Merci. Moi, la question que je me pose, j'ai toujours eu une habitude de poser une question avant de faire quelque chose, quoi que ce soit. Pourquoi? Le pourquoi de ce que je fais. À partant de pourquoi, j'ai des réponses.
Cette question, oui, on peut dire une caution comme les gens aiment dire, une caution des belligérants, c'est pas une caution votée par les Congolais alors qu'il y a eu un référendum. Parce que dans la procédure législative ou de la procédure d'élaboration d'une constitution, les peuples entrent toujours en danse parce que c'est lui qui est le vrai boss, c'est lui qui est l'émanation du pouvoir. Est-ce que cette constitution, le peuple congolais n'a pas voté oui ou non? Le peuple congolais a voté oui. Certes, il y a une pression douce poufounée par des officines politiques pour forcer la main du peuple. Oui, on le sait. Mais du moins, le peuple est allé rapidement pour dire oui à cette constitution. Bon, la question qu'on doit se poser, de préambule à la conclusion de cette constitution, où est la partie qui fait qu'à sorte que le Congo puisse manquer la compagnie aérienne? La constitution qui interdit au Congo de manquer la compagnie aérienne. C'est la constitution, cette constitution qui interdit au Congo d'avoir de l'eau, de bannir les inégalités en eau potable. C'est cette constitution qui dit que les barrages hydroélectriques d'Inga ne puissent pas fonctionner comme il se doit parce qu'il est le deuxième barrage après celui de la Chine. C'est cette constitution qui interdit l'INAFOUT puisse fonctionner comme il se doit. Ce sont des questions qu'on doit se poser. Et puis la réponse de ces questions qui doit permettre aux intellectuels de puffonner ou de donner maintenant la réponse par rapport à cette constitution. Mais aussi, vous savez, l'histoire de la révision constitutionnelle, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est dans l'anthropologie congolaise. C'est-à-dire que l'RDC est née en 1960. En réalité, on a eu 3 constitutions normales, parce qu'il y a eu 3 républiques. Mais au-delà des 3 constitutions traditionnelles, il y a eu des petites constitutions de transition. Et on a énuméré, de 60 jusqu'à nos jours, on a énuméré 10 constitutions. Toutes les 10 constitutions ont été modifiées. Pour quelle raison? Pour protéger un individu. Oui. Mobutu l'a dit, nous sommes des Bantous. La culture d'alternance chez nous, ça n'existait pas. Mais il y a des Congolais qui se sont dit, non, Mobutu mentait. Et aujourd'hui, nous sommes revenus à la raison. C'est-à-dire, il ne faut pas toujours copier les cultures. Chez nous, le roi reste roi. Dans la culture bantou, lorsqu'on est roi, on met roi. Moi, je pense que la vraie raison des modifications, du changement de cette constitution, c'est le numéro 1, l'institution président. Mais, avant le changement ou la révision constitutionnelle, il y a un blocage. Les blocages se situent à 2 niveaux. Primo, l'article 220. D'abord, avant de modifier cette constitution ou de la réviser, il faut d'abord prendre, parce que dans notre constitution, la constitution est composée de 2 matières. La première matière, c'est ça, la constitution. 5 minutes pour aborder la deuxième matière, c'est cet article-là qui est une autre matière. Oui. Alors, pour bouger cet article-là, qui constitue une matière, ça demande l'intelligence de plusieurs cerveaux. Très bien. Mais, deuxième élément, oui, je reste, il y a deuxième matière, l'état de siège, l'état de guerre. Oui. Pendant cet état, qui est un état exceptionnel, on ne peut pas bouger la constitution. Donc, c'est 2 matières d'abord qu'on doit décrypter minutieusement, scientifiquement, pour ne pas déranger l'avenir de l'RDC. Parce que ça va rester dans les annales et nos petits doivent se référer dans cette jurisprudence malsaine et qui Je reste avec vous. Oui. Un autre sujet qui défraie la chronique, il s'agit donc de cette injonction que le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a adressée aux procureurs généraux après le cours d'appel en République démocratique du Congo en enjoignant d'engager de poursuites contre les auteurs d'actes de dépravation de mœurs en République démocratique du Congo, surtout dans l'utilisation des TikTok, ainsi de suite. Comment voyez-vous ces problèmes? Lui aussi, il fait des spectacles, moi, je pense. Du populisme. Et je pense que c'est ça. Et vous savez, c'est vrai. Oui. La raison, c'est par fonction, nous, les Bantous, on a quand même nos us et coutumes. On respecte les aînés, on respecte tout le monde. Mais lorsque le ministre, en voulant ministre, vous avez le devoir de résultat. Avant le devoir des résultats, il y a l'obligation des résultats et l'obligation de moyens. Alors, on vous donne le ministère en tant qu'un manager. La première des choses à faire, c'est quoi? C'est faire une autopsie, identifier qu'est-ce qui fait que cette justice puisse être une justice malade. Le mal qui ronge la justice. C'est quoi? Parce que tout le monde, en commençant par le numéro 1, il a parlé de cette justice. Alors que la Bible, même les ouvrages intellectuels nous disent que la justice élève une nation. Comment est-ce que la justice peut élever une nation?
il y a des dossiers qui peuvent donner à la RDC plus de 50 milliards de dollars. Par exemple, la résolution du PNUD en 2012, c'était Youssaïdi 2012 qui a dit que la RDC a un budget de 2 milliards pendant que les individus détiennent qu'à 15 milliards. Ces rapports-là existent. Alingeti a dit la même chose. Il y a plusieurs ONG où l'argent de la RDC saigne dans les poches des individus. La RDC, vous savez, il y a une loi foncière. Mais la prolifération des contenus immoraux dans ces réseaux sociaux ne vous dit pas quelque chose. Parce qu'on court déjà derrière l'État. Je chute par là. Oui, vous savez, il y a une loi foncière qui dit, qui construit sur autrui, construit pour autrui. Vous savez combien de maisons de l'État qui sont détenues par les individus aujourd'hui? Fikine, la foire internationale par exemple. Il y a des immeubles là pour louer, il faut 3 000 $ le mois, mais il faut donner 3 mois anticipatifs. Alors, est-ce que ces dossiers-là, le ministre de la Justice ne voit pas ça? Parce que l'ADC a besoin de l'argent. Si réellement il était le ministre de la Justice, moi je souhaiterais qu'on voit ces genres de procès. Toi, ministre tel, tu as fait autant d'années. L'immeuble de l'ONATRA par exemple, tu l'as confisqué. Mais il y a encore un ministre, il va procéder à tout ça. Non, on commence par... Il faudra du temps. Hein. Le préfixe, hein, oui. définit les tours. Vous savez, si tu ne sais pas d'où tu viens, où tu vas, n'importe quel vent peut vous amener. Les dossiers qui va susciter, qui va aider les pays à avoir autant de milliards de dollars, c'est d'abord le maison bradée par les individus. Mais ce qu'on dit, je termine ce tour de table avec vous. Vous ne voyez pas que les contenus immoraux dans les réseaux sociaux, c'est la choc, hein, la société congolaise, et mettent en mal l'éducation de la jeunesse. Ouais, moi je dis qu'il n'y a pas que le Congo. Le Congo a encore en retard. Il y a des pays comme les États-Unis, comme la Chine elle-même, voilà, a procédé par le fait de pouvoir limiter les dégâts causés par TikTok. Vous savez qu'en français, quand on dit tu es toc-toc, c'est que tu es un peu fou. Quand on dit tu es toc-toc, en français, c'est que tu es un peu fou. TikTok, on pouvait l'exploiter, l'employer dans le bon sens, à bon escient, comme on dit en français. Quand vous regardez... Il faut en faire un bon usage, en fait. Ben oui, quand tu vois les contenus du TikTok qui vient de Chine ou d'autres pays, c'est intelligent. Moi, j'apprends beaucoup de choses au travers de TikTok. Mais c'est ici, à Kinshasa, particulièrement dans certains milieux de jeunes gens, surtout de jeunes filles, plus de jeunes filles, qu'il y a des contenus immoraux, que le ministre descende sur les terrains, puisqu'il a constaté qu'il y a une certaine... Les juges sont amorphes, inexistants quand il s'agit des choses pareilles, alors que la loi leur donne la possibilité d'interpeller les gens qui sortent de la ligne droite du droit de la loi. Oui. Comme ils ne le font pas, le ministre était obligé de les titiller, de demander à ce qu'ils puissent être regardants là-dessus. C'est ainsi qu'on a fait appel toujours à la justice de pouvoir arrêter cette dame-là du Chochois qui dit n'importe quoi sur n'importe qui, etc. Moi, j'ai dit qu'il est intervenu, c'est bien. On aimerait que cette loi ou la loi soit respectée et que les procureurs jouent leur rôle, puisqu'il faut réformer la justice, mais il faudra aussi que ceux qui sont procureurs sachent pourquoi ils sont là. Ce n'est pas à Moutamba de leur apprendre le truc. S'il intervient, c'est puisqu'il y a défaillance de leur côté. Très bien. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Je remercie M. Gandhi pour avoir répondu à notre invitation, mais également Pompon Jeudi. On se retrouve prochainement avec les autres invités, mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Canal réalisé par Doudou Monteri et Bruno Nzinga, mais également Marité Bodo. Au nom de l'équipe technique et rédactionnelle des Canal Congo Télévision, je vous dis donc merci de l'avoir suivi et bon après-midi chez vous.